Ici Kevin Crane. Se préparer pour la prochaine saison veut aussi dire se mettre à jour sur les modifications des lois du jeu. On parle du mur, du coup de pied de but et même des entraîneurs. Vous allez vous apercevoir que ces modifications changeront pour le mieux la fluidité des matchs. Avec moi pour en discuter, Laurence-Olivier Malouin-Trudel, qui est arbitre de grade provincial et aussi instructeur pour Soccer Québec. Bonjour Laurence-Olivier. Salut. Commençons avec les entraîneurs qui pourront se voir infliger un carton jaune ou rouge. Effectivement, nouveauté cette année. Donc, auparavant, les entraîneurs pouvaient déjà être exclus du match. Ça, beaucoup d'entraîneurs le savaient déjà. Par contre, au niveau des mises en garde, donc de ce qu'on aurait pu appeler des avertissements informels, c'était pas possible pour les arbitres de les formaliser. Grosse nouveauté ici, les entraîneurs désormais vont pouvoir avoir un avertissement formel. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir un avertissement, un carton jaune, et celui-ci va être transposé sur la feuille de match, sera comptabilisé au niveau de la compétition. Donc, grosse nouveauté. Deuxième nouveauté, désormais, les arbitres peuvent et doivent montrer les cartons aux entraîneurs. Donc, auparavant, lorsqu'on expulsait un entraîneur, celui-ci, on lui disait simplement qu'il était expulsé. Désormais, on va lui montrer le carton rouge, donc pour qu'il le sache, et même dans le cas du carton jaune, on va lui montrer le carton jaune. Restons dans la loi 5, toujours dans l'intention du fair play. Si j'appelle un penalty et que le joueur qui devrait l'exécuter s'est blessé au moment de la faute contre lui, il pourra se faire soigner sur le terrain. Tout à fait, tout à fait. Modification mineure ici. Les lois permettaient déjà, dans certaines circonstances bien précises, qu'un joueur soit soigné sur le terrain. Normalement, il ne le peut pas, mais on avait dit dans certains cas de figure, notamment, on avait le droit si la faute qui avait blessé le joueur avait été sanctionnée, soit d'un avertissement ou d'une exclusion. Désormais, on va également permettre aux joueurs d'être soignés sur le terrain. Si la faute qui l'a blessé est sanctionnable d'un pénalty, on ne voudrait pas que le joueur soit obligé de sortir du terrain et donc ne puisse pas effectuer le pénalty si c'est lui qui aurait été le joueur désigné. Donc, pour ces raisons-là, on va lui permettre d'être soigné directement sur le terrain et de prendre le pénalty par la suite. On sait que lorsque le jeu a repris, l'arbitre ne peut pas revenir sur sa décision. Toutefois, il lui sera permis de sanctionner. En fait, la loi a prévu deux dispositions. Tout d'abord, dans la loi 5, on va avoir une modification qui va permettre à l'arbitre effectivement de sanctionner même lorsque le jeu a repris. Cette disposition-ci, c'est par rapport à l'arbitre assistant qui aurait pu voir quelque chose et qu'il n'aurait pas eu le temps d'avertir son arbitre, l'officiel d'équipe, l'officiel de match principal. Donc, il n'aurait pas eu le temps de l'avertir avant que la reprise du jeu se fasse. Dans ce cas-ci, on va permettre à ce qu'au prochain arrêt de jeu, la sanction soit remise tant et aussi longtemps que l'arbitre a tenté de communiquer, l'arbitre assistant, pardon, a tenté de communiquer avec l'arbitre avant la reprise du jeu. C'est la règle d'or. Dans un second temps, au niveau de la loi 12, on a une deuxième permission qui vient s'ajouter pour l'arbitre pour sanctionner après que le jeu ait recommencé. Cette sanction-là, elle est bien précise, c'est pour favoriser le rythme du match. Donc, qu'est-ce qui va arriver ici? On va avoir des joueurs qui vont se disputer un ballon, peu importe, faute sera appelée. Le joueur en question de l'équipe qui a été fautée, donc qui bénéficie du coup franc, dans une opportunité d'aller dans une attaque plus rapidement, voit cette occasion-là et décide de rapidement effectuer son coup franc pour la passer à un de ses coups de pied ou autre. À ce moment-là, l'arbitre, qui lui comptait peut-être initialement donner une sanction, va pouvoir attendre, laisser le jeu se poursuivre, donc laisser le coup franc s'effectuer et au prochain arrêt de jeu, revenir avec la sanction. Tout ça dans le but de ne pas pénaliser l'équipe qui avait initialement été fautée en lui permettant de jouer rapidement. Allons à la loi 3. Lors d'un changement, le joueur remplacé devra sortir du terrain de la ligne la plus près d'où il est. Tout à fait. En vue de permettre une reprise du jeu rapide, les lois du jeu ont été modifiées pour permettre aux arbitres, en fait, pour même demander aux arbitres qu'ils demandent aux joueurs de quitter par le point le plus proche de l'endroit où ils sont situés. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a un joueur qui se trouve près d'un corner, donc d'un arc de cercle de coin. On va demander à ce moment-là à l'arbitre de demander au joueur de quitter soit par la ligne de touche, soit par la ligne de but, mais de quitter rapidement pour que le joueur qui était le joueur remplaçant et qui va devenir le joueur, qui va s'introduire dans le match, puisse rentrer plus rapidement. C'est toujours fait dans une optique d'améliorer le rythme du match. Par contre, il y a des exceptions à ça où l'arbitre pourra, il n'est pas obligé, mais pourra autoriser à ce que le changement se fasse quand même au niveau de la ligne médiane. On parle ici s'il y a des enjeux de sécurité,
des blessures potentielles qui doivent être traitées rapidement et que l'évacuation est meilleure au niveau de la ligne médiane. Ça peut également être dans des contextes bien particuliers où on a des adieux cérémoniaux à faire à une foule, peut-être dans les cas de match de plus haut niveau ici, mais au niveau du récréatif également, lorsqu'on a des changements multiples, on parle ici là, des fois d'équipes complètes qui vont changer, ça donne une gestion plus facile pour les arbitres, surtout l'arbitre assistant du côté des bancs, qui va pouvoir le gérer plus aisément le changement si les changements s'effectuent à côté de lui au niveau de la ligne médiane. Le tirage au sort maintenant avec les capitaines donnera un nouveau choix aux gagnants. C'est effectivement le cas. Dans le fond, au niveau des choix qui vont s'opérer, auparavant, le capitaine avait un seul choix, c'est-à-dire choisissait le camp dans lequel il désirait commencer la première demi. Désormais, on offre un nouveau choix au capitaine. On va lui offrir la possibilité de commencer avec le ballon. Donc, il va pouvoir effectuer le coup d'envoi initial au début du match. Si jamais le capitaine de l'équipe qui a gagné le tirage au sort décide que lui désire commencer avec le ballon, donc effectuer le coup d'envoi, à ce moment-là, l'équipe adverse, elle, aura le choix, bien évidemment, du camp dans lequel elle veut être pour la première demi. La balle à terre entre adversaires telle qu'on l'a connue, Laurence Olivier, c'est terminé. Oui, en fait, auparavant, la balle à terre pouvait être disputée par un nombre indéfini de joueurs, c'est-à-dire que les 22 joueurs auraient pu aller alentour de la balle à terre pour se la disputer. Ça posait des problèmes au niveau de la balle à terre. Donc, les deux raisons principales qui expliquent ce changement de loi-là. Tout d'abord, on s'est rendu compte que beaucoup des balles à terre étaient factices, c'est-à-dire que la balle à terre était uniquement effectuée d'une façon protocolaire où une équipe allait dire à l'autre « c'est bon, on va vous la redonner ». Dans un second temps, on avait également des cas où le fair play était plus ou moins appliqué et qu'on avait une dispute, un duel agressif avec des risques de blessures, surtout quand on parlait de plusieurs joueurs qui allaient prendre part à la balle à terre. Pour ces raisons-là, les lois du jeu ont été modifiées. Donc, désormais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la balle à terre à une équipe. Comment on va déterminer ça? Dans un premier temps, on va regarder où est le ballon au moment de l'arrêt de jeu. Donc, si le ballon se trouve au niveau de la surface de réparation, dans l'une ou l'autre des surfaces de réparation, alors, automatiquement, la balle à terre sera remise au gardien de but dans sa surface de réparation. Si jamais le ballon se trouve à l'extérieur de la surface de réparation, mais que la dernière touche de balle a été effectuée dans la surface de réparation, ce sera le même cas de figure. Donc, on va encore une fois, si le gardien a botté le ballon est encore dans les airs, n'a pas été touché par personne, à ce moment-là, on va encore une fois remettre la balle à terre directement au gardien de but. Le troisième cas de figure, c'est dans tous les autres cas. Donc, dans tous les autres cas, ce qui va se produire, c'est qu'on va remettre la balle à terre à l'équipe qui a touché en dernier le ballon avant l'arrêt de jeu et la balle à terre va s'effectuer à cet endroit-là, donc à l'endroit où a eu lieu la dernière touche de balle. Fait important à préciser aussi, la balle à terre doit, tous les opposants, donc tous les joueurs qui n'effectuent pas la balle à terre, les 21 autres joueurs, doivent se trouver à un minimum de 4 mètres de l'endroit où s'effectue la balle à terre. Et la balle à terre est en jeu du moment qu'elle touche le sol. Ça veut donc dire qu'à partir du moment où le ballon va toucher le sol, les joueurs qui étaient à 4 mètres vont pouvoir attaquer le ballon et ce, même si l'exécutant n'y a pas encore touché. Et si je ne me trompe pas, la loi veut aussi un arrêt de jeu si le ballon touche à l'arbitre. Oui. À ce niveau-là, on s'est rendu compte qu'il est arrivé plusieurs situations d'injustice dans les dernières années, surtout au niveau du soccer professionnel, où le ballon avait été entré en contact avec un arbitre et ça avait créé une situation qui avait favorisé une équipe, ce qu'on ne veut pas. Donc, le concept auparavant, ça a toujours été l'arbitre est une masse d'air solide, en ce sens où si le ballon touche l'arbitre, c'est comme s'il avait frappé un gros coup de vent. Désormais, ce qu'on vient de dire, c'est lorsque le ballon touchera l'arbitre, si le ballon demeure en jeu, à ce moment-là, les arbitres vont devoir évaluer selon 3 facteurs si une balle à terre doit être prise. Premier point qui va donner droit à une balle à terre, c'est si le ballon change de possession à ce moment-là. Donc, si le ballon, l'équipe A avait le ballon, fait une passe, la passe touche l'arbitre, est rendue à l'équipe B, on siffle, balle à terre. Dans un autre cas de figure, c'est si le ballon frappe l'arbitre et rentre directement dans le but. Bien évidemment, on ne veut pas que ça arrive, donc encore une fois, balle à terre à ce moment-là. Et le dernier cas de figure sera dans le cas où l'arbitre serait frappé par une balle à terre et ça créerait une attaque prometteuse pour une équipe ensuite, peu importe quelle équipe. Donc, à ce moment-là, on va siffler, on va reprendre par une balle à terre selon les critères qu'on a vus précédemment. Loi 10, maintenant, on précise qu'un gardien ne peut pas marquer de la main directement lancé vers le but adverse.
Bien évidemment, on pense tous à un match de soccer professionnel en se disant « Je ne suis pas sûr que le gardien va être en mesure de le faire ». Pensez par contre à nos matchs de soccer à 7 ici au Québec l'hiver, qui souvent s'effectuent sur des plus petits terrains avec des gardiens qui sont des joueurs adultes. Il est possible pour un gardien de lancer directement dans le filet adverse. À ce moment-là, ce ne sera pas permis, donc le but sera refusé. On va reprendre par un coup de pied de but. Par contre, faites bien attention, si le gardien de but lance le ballon en direction du but adverse puis que celui-ci est dévié, soit par un joueur de son équipe ou de l'autre équipe et qui rentre ensuite dans le filet, on va considérer que ce n'est pas le gardien qui l'a lancé directement dans le filet et donc, à ce moment-là, le but sera accordé. Voilà maintenant de quoi de fort intéressant. On a des nouvelles clarifications pour les fautes de la main avec la loi 12. On va partir avec la base. Faute de main, c'est quoi? Donc, on croit souvent à tort que dès qu'il y a contact avec la main ou avec le bras, c'est automatiquement une faute de main. Ce n'est pas nécessairement le cas. Effectivement, critère numéro 1, il va falloir que le ballon touche soit à la main ou au bras. Donc, ça va se terminer au niveau de l'épaule ici. Un coup qu'on a ça, on doit par la suite juger est-ce que c'était une main qui était délibérée. Donc, on va parler d'un concept de main qui est allée vers le ballon ou plutôt de ballon qui est allé vers la main. Donc, si on a une main qui va au ballon, à ce moment-là, on va tendre davantage vers une faute de main. Auparavant, on utilisait uniquement le critère de délibération de la main, donc de main délibérée pour juger s'il s'agissait d'une faute de main. Par contre, désormais, on est venu rajouter une couche en mentionnant que la main soit délibérée ou non, dans certaines circonstances, dès que le ballon touche la main ou le bras, une faute devrait être appelée. C'est quoi ces circonstances-là? Tout d'abord, si le ballon rentre en contact avec le bras d'un joueur et pénètre, d'un joueur offensif bien évidemment, et pénètre directement dans le filet. À ce moment-là, on devra siffler, on ne peut pas accorder un but là-dessus. L'arbitre devra siffler, signaler une faute, un coup franc direct. Dans un autre cas de figure, si tout de suite après avoir frappé la main d'un joueur offensif, ça crée une occasion de but immédiate, soit pour le joueur en tant que tel ou pour un de ses coéquipiers. À ce moment-là, aussi, l'arbitre va être appelé à siffler, à signaler une faute de main. Même si la main était à sa place, même si le ballon est venu à la main et non l'inverse, dans ces cas-là, on ne veut plus voir de buts qui ont été causés par des impacts ballon-main. Dans les autres cas de figure, il y a eu des légères modifications, notamment par rapport à des joueurs en défensive qui essaieraient de dégager le ballon ou qui essaieraient de jouer le ballon et qui accidentellement le feraient ricocher sur la main, donc de la tête vers la main ou qui se le botterait sur la main. À ce moment-là, en zone défensive, on ne veut plus voir des pénaltys pour ça. Donc, on va aussi permettre au jeu de se poursuivre à ce moment-là. Voici les principales modifications. Je vous invite à lire la loi si vous voulez davantage de précision. Maintenant, avec la loi 13, les arbitres, lors d'un coup franc indirect, ne seront pas toujours obligés de lever le bras. Au niveau de la signalisation du coup franc indirect, on sait pour la plupart des gens, puis si vous ne savez pas, on vous l'apprend, que l'arbitre doit absolument lever son bras dans les airs jusqu'à temps que le ballon soit touché par un second joueur pour signifier que le caractère indirect du coup franc est terminé. Désormais, l'arbitre va continuer à lever son bras dans les airs, toutefois, il va pouvoir le baisser plus rapidement si jamais il se rend compte qu'il n'y a aucune chance que le ballon se dirige vers le but et donc qu'un but soit marqué. Le but d'avoir le bras des airs étant toujours d'indiquer à l'ensemble des joueurs et des spectateurs qu'un but ne pouvait être marqué. Ça va faciliter ses déplacements. Il y aura aussi même un changement pour les coups de pied de but. Au niveau des coups de pied de but et des coups francs, on va les inclure les deux là-dedans. Il y a une modification. Donc, c'est-à-dire, auparavant, les coups de pied de but devaient absolument quitter la surface de réparation lorsqu'ils étaient effectués. Même chose pour les coups francs qui étaient à l'intérieur de la surface de réparation. Désormais, un coup de pied de but ou un coup franc dans la surface de réparation défensive va être en jeu dès qu'il est botté et a bougé. Toutefois, ça ne change rien pour les joueurs de l'équipe adverse qui doivent continuer de se tenir à l'extérieur de la surface de réparation avant l'exécution. Par contre, dès que celui-ci sera botté et bougé, ils pourront venir dans la surface et tenter de l'intercepter, notamment en cas de passe courte au niveau des défenseurs. Mais la loi 13 nous dit maintenant qu'un mur défensif d'au moins 3 joueurs, l'équipe adverse devra être à au moins 1,2 m. Effectivement. Ce qui est arrivé, c'est que par le passé, on a vu dans beaucoup de cas des joueurs de l'équipe offensive aller tout de suite se placer à une distance d'approximativement 9,15 m, 10 verges, pour tenter de subtiliser l'espace où allait être le mur. Créer également des confrontations. FIFA, les LIFAB, s'est rendu compte que ceci causait beaucoup de conflits, faisant en sorte qu'on avait des escarmouches non désirées qui auraient facilement pu être évitées. Donc, nouvelle façon de procéder désormais, on va permettre aux joueurs de l'équipe en défensive de prendre leur mur à l'endroit où ils le désirent. Mais tout en respectant la distance de 9,15 m. Tout à fait. Et si ce mur-là est composé de 3 personnes ou plus, à ce moment-là, les joueurs de l'équipe offensive pourront se disposer n'importe où sur le terrain
tant et aussi longtemps, qui sont à 1 mètre, peu importe le rayon de ce mur-là, à 1 mètre du mur pour ne pas venir gêner l'équipe en défensive. Le pénalty maintenant, loi 14, des nouvelles consignes pour les gardiens de but. On est venu faciliter ici le travail des arbitres et particulièrement de l'arbitre assistant. Tâche critique lorsqu'un pénalty est appelé, l'arbitre assistant devait s'assurer que le gardien de but demeurait sur sa ligne. Donc, c'était difficile à appliquer. Les gardiens de but sautillaient. On est venu préciser quelque chose d'assez simple et qui va être appliqué rigoureusement par les arbitres. Donc, lors de l'exécution de pénalty, le gardien de but devra absolument avoir au moins un pied qui se situe soit sur la ligne de but ou à un endroit parallèle à la ligne de but si jamais il est déjà dans une impulsion dans les airs. Mais il doit absolument avoir un des pieds. L'arbitre assistant, de par sa position à l'intersection entre la surface de réparation et la ligne de but, va être très bien situé pour le voir. Parlons maintenant des rentrées de touche. La loi 15, on précise que tous les adversaires doivent être à au moins 2 mètres de l'endroit où sera effectuée la rentrée de touche. Subtile précision, mais effectivement, ce qui va arriver, c'est que les joueurs qui vont exécuter la rentrée de touche ne sont pas obligés de l'exécuter exactement sur la ligne de touche. Ils pourraient se trouver légèrement derrière. Auparavant, la loi venait dire qu'on doit absolument être à 2 mètres de l'exécution de la touche, ce qui permettait à des joueurs de l'autre équipe, de l'équipe adverse, de venir se poster directement au niveau de la ligne de touche si un joueur décidait de faire sa rentrée de touche légèrement reculée par rapport à celle-ci. Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu dire désormais, les joueurs de l'équipe adverse doivent se trouver à 2 mètres du point d'entrée, donc c'est-à-dire du point où le ballon va pénétrer sur le terrain. Donc souvent, ça va se trouver être à environ 2 mètres de la ligne de touche, là, dépendamment de l'angle, pour permettre davantage de latitude à l'exécutant de la rentrée de touche. Laurence Olivier, merci pour ta collaboration. J'espère que tu passeras une bonne saison d'arbitrage. On pourra certainement te croiser sur les terrains cet été. Merci beaucoup à vous, puis je vous souhaite une super belle saison. Bonne saison. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions sur les lois de jeu, n'hésitez pas à vous manifester en dessous de la vidéo. À bientôt.